Bonjour à tous et à tous. On va garder un petit 2 minutes pour laisser le temps aux gens de rentrer dans le webinaire. On vous remercie beaucoup d'être là. Ça sera pas bien long. Merci encore de votre patience. Bonjour, merci aux personnes qui sont présentes à l'heure. On va garder une petite minute. Je vais encore des gens rentrer, donc on commence dans une petite minute. Ça sera pas bien long. OK, bonjour à tous et à toutes. Très contente, très heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour le webinaire Accroître le pouvoir du personnel d'ES LGBTQIA+ dans l'énergie, présenté par Fierté au Travail Canada. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être présente aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais vous un peu expliquer comment la fonction du webinaire va fonctionner aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui en ont besoin, on a du sous-titrage en français qui est offert par Triple Media. Vous pouvez y accéder ou masquer ou modifier les paramètres de transcription. Mon collègue Ting vient de mettre le lien du stream text dans le chat. Pour pouvoir les activer, vous pouvez cliquer sur Afficher les sous-titres en bas de l'écran. Vous pouvez les désactiver. Vous pouvez aussi afficher la transcription intégrale en ouvrant l'onglet pour la transcription complète. Vous pouvez aussi cliquer sur les paramètres de sous-titres pour les agrandir, les réduire, un peu gérer la taille qui vous convient. Et encore une fois, vous pouvez accéder au lien via le stream text qui a été partagé par mon collègue Ting dans le chat. On veut vous informer que cette présentation est enregistrée et elle est en mode webinaire. Donc, l'enregistrement va être mis à la disposition des personnes participantes, des fiers partenaires de Fierté au travail et vous pourrez le regarder en différé. Les caméras et les microphones sont présentement fermés et vont rester fermés. Si vous voulez discuter avec nous, vous pouvez le faire directement via le chat ou si vous avez des questions pour nos super panélistes, vous pouvez aller dans la question Q&A, donc Question and Answer, que vous pouvez les inscrire directement. Vous pouvez également, voilà, c'est ça que je voulais dire, pardon. Et une fois que la fonction du chat est ouverte, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer le message. Donc, si vous voulez envoyer un message directement à moi, par exemple, ou à mes collègues Ting et Quinn qui s'occupent de la technique, n'hésitez pas à leur écrire directement, c'est possible. Vous pouvez aussi envoyer des questions aux panélistes si vous le souhaitez, mais c'est plus facile si vous les envoyez à moi directement. Si jamais vous avez des problèmes techniques, comme je le disais, vous pouvez écrire directement à Queen Hatting. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Chez Fierté au Travail Canada, on fait toujours une reconnaissance territoriale. Donc, c'est important pour nous de reconnaître que nos activités ont lieu sur des territoires traditionnels qui sont non cédés, volés et visés par des traités de centaines de nations autochtones qui sont très diverses. Dans ces nations-là, évidemment, on compte les personnes bispirituelles et les personnes LGBTQIA+. C'est important pour nous de reconnaître l'existence de multiples barrières qui nuisent à l'accès des personnes autochtones, bispirituelles et LGBTQIA+, à un emploi qui est valorisant, affirmatif et inclusif. Plus précisément, cette étude a été menée à l'échelle du pays et a sollicité la participation de personnes vivant et travaillant sur des terres non cédées, volées et visées par des traités dans plusieurs régions.
En particulier, la majeure partie de ce travail a été réalisé par des chercheurs et chercheuses qui vivent, séjournent ou travaillent sur les territoires ancestraux et non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh, dans ce qui est connu sous le nom colonial de Vancouver, sur les terres du traité numéro 7 qui englobe les territoires ancestraux traditionnels de la Confédération des Pieds-Noirs, des Premières Nations Iquitas-Stoney Nakoda et de la Première Nation Tsuut'ina dans ce qui est connu sous le nom colonial de Calgary, ainsi que sur les terres du traité numéro 14 qui englobe les territoires traditionnels de la nation Attawandaron, Wendat, Audensnane, Anishinaabe et de la Première Nation des Mississauga de Crédit, dans ce qui est connu sous le nom colonial de la région de Halton Peel. En toute transparence, j'ai pratiqué tous ces mots aujourd'hui. Je ne suis pas excellente, je m'en excuse, mais j'ai pratiqué très fort, je vous promets. Qui sommes-nous? Bon, pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, Fierté au Travail Canada, par l'intermédiaire du dialogue, de l'éducation et du leadership éclairé, on inspire les employeurs à promouvoir des milieux de travail qui célèbrent l'ensemble de leur personnel sans égard à l'expression de genre, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. On contribue à la création d'environnements de travail qui sont plus sécuritaires, inclusifs et qui vont maximiser le potentiel du personnel tout en éliminant les obstacles à l'emploi. On fait des événements éducatifs, communautaires, de réseautage aux quatre coins du pays. Donc, on vous invite vraiment à venir célébrer avec nous si le cœur et l'emploi du temps vous en dit. Important pour de souligner aussi nos partenariats. Donc, ce projet-là a été fait en partenariat avec Femmes et Égalité des genres Canada et le EHRC. Aujourd'hui, un petit agenda. On va commencer. Je vais vous présenter les points saillants de la recherche. On va avoir une discussion à peu près de 45 minutes et une section de questions-réponses de 30 minutes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'espace pour vos questions. N'hésitez pas à les inscrire dans le chat ou dans la question et réponse. On va pouvoir y arriver à la fin. J'ai avec moi aujourd'hui Pasquale Lomalo et Jennifer Petrella. Je vais vous présenter tout en détail plus tard, mais je voulais vous rassurer, personnes qui sont avec nous aujourd'hui, que je ne serai pas la seule à discuter. Euh, Moi, en passant, moi, c'est Cynthia. J'utilise le pronom elle, les accords féminins. Je suis coordonnatrice à la consultation chez Fierté au Travail Canada. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le milieu LGBT, plus précisément au Québec. Donc, n'hésitez pas à me joindre sur LinkedIn ou à m'écrire si vous avez des questions en lien avec mon expertise. Contexte de la recherche. Donc, la recherche a commencé bien avant, mais vers la fin de la recherche, voici ce qu'on a pu retrouver. Donc, en novembre 2025, il y a un guide des meilleures pratiques qui a été créé. Ce guide-là permettait de faire la promotion des conclusions de la recherche et les recommandations pour les actions plus concrètes. Donc, mon collègue aussi, plus tard ou maintenant, je ne sais plus exactement, va pouvoir vous partager le rapport si vous ne l'avez pas lu encore, mais c'est un rapport qui est très, très complet puis il ramène beaucoup de détails. Aujourd'hui, on vient seulement non seulement, mais on vient ajouter une discussion, on vient ajouter de la friature autour de ça pour comprendre un peu plus, pardon, concrètement comment ces conclusions, ces recommandations-là se vivent ou peuvent se manifester dans le quotidien. Ensuite, début 2026, donc formation et sensibilisation. On crée des occasions d'apprentissage qui sont plus grandes pour favoriser des changements. Donc, par exemple, le webinaire aujourd'hui en est un. On a eu le même webinaire en anglais. Il va y aussi avoir d'autres activités, d'autres pamphlets que je vais vous parler un petit peu plus tard qui vont aider pour former et sensibiliser les différents milieux. Ensuite, il va y avoir des consultations offertes sur mesure. Donc, il y a des programmes qui vont être développés, qui vont pouvoir être personnalisés pour soutenir le développement organisationnel. Donc, si vous, votre entreprise, voulez améliorer l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans le milieu du travail, donc vous pouvez nous rejoindre via ces consultations-là. Les personnes qui ont fait la recherche entièrement vont pouvoir travailler avec vous. Je dis les personnes qui ont fait la recherche parce que c'est mes collègues, c'est pas moi directement qui ai fait la recherche, mais ces personnes-là vont pouvoir vous aider si vous avez besoin de consultation, savoir comment bien appliquer les recommandations dans votre milieu. Et finalement, à partir de 2027, suivi et évaluation. Donc, il va y avoir des mises en œuvre de systèmes pour des stratégies à long terme pour assurer la pérennité de l'impact. Donc, on veut vraiment que ce projet-là soit périn, puis que ce soit pas juste un petit blips dans le temps. Le rapport dont je vous parlais, donc c'est un rapport qui comporte vraiment tous les détails, donc je vous invite à lire. Vous allez pouvoir avoir accès dans le chat aussi au lien, donc n'hésitez pas à aller le lire si vous avez des questions. Il est disponible en français et en anglais.
Donc, vous pouvez le lire dans la langue de votre choix, mais pour aujourd'hui, on vous partage le lien en français. Vous avez qu'à changer la langue si vous voulez changer la langue sur le site web si vous voulez lire le rapport dans une autre langue. La méthodologie de travail, donc mes collègues ont effectué une étude qualitative qui contenait 25 entrevues pour 28 personnes participantes. Donc, il y a eu un groupe de discussion avec 3 personnes. Les membres de l'étude, donc, on a rencontré des personnes de SLGBTQIA+, le personnel de SLGBTQIA+, pardon, des responsables des RH, le DI, des leaders des groupes ressources employés, des représentants syndicales et des parties prenantes de la communauté. Donc, on a vraiment fait un tour de toutes les personnes qui peuvent être affectées de proche ou de loin dans les milieux de l'énergie. Comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, la majorité des gens étaient quand même en Alberta qui ont été rencontrés, donc 45 36 en Ontario, et ensuite on a un petit 19 qui a été séparé en quelques petites provinces, dont le Québec. Il y a plusieurs sous-secteurs qui ont été observés, donc pétrole, gaz, les énergies renouvelables, la production, l'électricité et plus encore. Donc, il y a vraiment plusieurs domaines de l'énergie. C'est pour ça qu'on utilise tout le temps l'expression énergie parce que ça regroupe quand même plusieurs milieux. Les objectifs. Donc, l'objectif principal était de traduire les témoignages du personnel, particulièrement ceux des travailleurs et des travailleurs de terrain et de métier pour le transformer en action concrète pour la sécurité et l'inclusion dans le travail. Le public cible, on va aller influencer les cadres de direction, les responsables RH, EDI, les représentantes syndicales, les superviseurs de chantier, les leaders des groupes ressources employés ou des groupes d'affinité, peu importe comment ils sont appelés dans vos milieux. Les priorités, la sécurité, l'inclusion, la rétention et une excellence opérationnelle. Donc, toutes les recommandations que vous retrouvez dans le rapport se sont inscrites dans cette lignée-là, dans ces priorités-là. Donc, c'est ce qu'on voulait tout le temps se rappeler tout au long du parcours, du rapport. Les faits saillants qui sont sortis de l'étude. Donc, d'abord, il y a les sites et les terrains demeurent des risques élevés. Donc, oui, c'est risques élevés pour les microagressions, l'harcèlement sexuel, la violence et l'hypervigilance. Mais on veut aussi rappeler que c'est souvent des milieux qui sont déjà moins sécuritaires, juste en lien avec la fonction du travail. Donc, le travail des gens en soi peut être dangereux, peut être risqué, mais en plus, on rajoute comme un risque en ajoutant justement ces microagressions-là, l'harcèlement sexuel, la violence et l'hypervigilance. Donc, les conséquences physiques qu'on peut observer peuvent être encore plus grandes à cause du risque des emplois. Ensuite, il y a les initiatives EDI qui sont axées sur le bureau. Celles-ci parviennent pas souvent à atteindre le personnel sur le chantier parce que ces personnes-là ont peut-être pas l'occasion, comme vous et moi, d'être assis devant un ordinateur un après-midi puis pouvoir accéder au webinaire. Donc ça, c'est un grand challenge qu'on va pouvoir parler plus tard aussi avec nos panélistes, comment atteindre ces gens-là sur le chantier puis les enjeux. Ensuite, pratique exemplaire. Donc, on parle de leadership engagé, d'alliance entre les pairs, les groupes ressources employés, groupes ressources d'affinité, les communications aussi, qui sont vraiment importantes. La faible composante technologique, c'est un peu comme je le disais, donc c'est difficile d'atteindre les gens en chantier avec la technologie. Donc, comment on fait pour aller rejoindre ces personnes-là? Quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour discuter avec ces personnes-là puis rendre ces milieux-là plus sécuritaires? Parlant de sécurité, on parle aussi de sécurité psychologique. Donc, c'est évidemment une forme de sécurité, donc particulièrement sur les sites de travail qui sont à haut risque. Donc, on observe que si un milieu est déjà risqué, si on rajoute le manque de sécurité psychologique, ça affecte la sécurité physique aussi. Donc, on peut pas dire qu'on est 100% en sécurité physique s'il n'y a pas de sécurité psychologique. Donc, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais en fait, tout ça peut avoir un lien ensemble, puis donc ça peut créer des impacts qui sont encore plus importants et plus graves, plus de conséquences. Pourquoi c'est important? Ce que je disais. Bon, oui, c'est important pour la rétention puis le recrutement, mais parce que des chantiers qui sont plus sûrs, plus respectueux vont attirer des rares talents, puis ça va aussi réduire le roulement du personnel. Donc, si les gens se sentent en sécurité de s'exprimer, d'être eux et elles-mêmes, ça va être encore plus facile pour eux de rester plus longtemps dans ce milieu-là. Ensuite, conformité et réputation. Donc, des mécanismes de signalement et d'application clairs vont réduire les risques juridiques et vont renforcer la confiance. La confiance de votre personnel employé, mais aussi
la confiance du public. C'est sûr, plus on est une grande entreprise, plus ça peut être difficile, mais c'est aussi un moyen d'avoir plus de confiance envers vos potentiels clients-clientes, vos partenaires, etc. Ensuite, la diminution des incidents et des coûts. Donc, comme je le disais, tout est un peu interrelié au niveau de la sécurité. Ce qu'on observe ici, c'est qu'un milieu de travail plus sûr va engendrer moins de distractions, donc engendre moins d'erreurs, de presque accidents ou de dommages matériels. Donc, plus c'est sécuritaire, mieux c'est pour la sécurité des personnes aussi, mais aussi financièrement. Donc, les impacts sont vraiment plus grands que ce qu'on peut s'imaginer. Et finalement, au niveau de la productivité, les équipes vont bénéficier d'une sécurité psychologique qui va assurer une meilleure coordination et contribution et vont contribuer davantage, donc ils vont être plus impliqués, vont se sentir plus proches de leur entreprise. Donc, il y a aussi au niveau de la productivité qu'il va y avoir un impact. Je vous présente finalement mes panélistes. Donc, j'ai avec moi Pasquale Lomascalo qui utilise les pronoms il et les accords masculins. Donc, Pasquale est conseiller en équité, diversité et inclusion à Hydro-Québec. À ce titre, il contribue à la conception et au déploiement des stratégies organisationnelles visant à renforcer l'équité, la représentativité et le sentiment d'appartenance au sein de l'organisation. Il met à profit un parcours professionnel qui est diversifié en communication, marketing et mobilisation interne, expertise qui lui permet d'aborder les enjeux EDI avec une forte sensibilité aux leviers d'influence, à l'engagement des parties prenantes et à la transformation culturelle. Pasquale s'engage depuis plusieurs années à la défense des droits des communautés LGBTQ+, notamment à titre de coprésident du Conseil québécois LGBT et comme membre du comité communication marketing de Fierté au travail Canada. Il est guidé par une approche intersectionnelle et un profond sens de la justice sociale. Il œuvre à bâtir des milieux de travail inclusifs, humains et audacieux, où chaque personne peut se sentir reconnue, respectée et légitime. Bienvenue, Pasquale. Très heureuse de te compter parmi nous. Merci, Cynthia. Quel accueil. Et j'ai avec nous Jennifer Prétella aussi. Jennifer est la directrice générale de Mentorat Québec. C'est une experte en mentorat inclusif, conférencière multilingue. Elle écrit des articles, anime des événements et prend la parole sur la place publique à propos de la théorie et de la pratique du mentorat dans les milieux et secteurs divers. Elle traite régulièrement de l'intersection du mentorat et de l'inclusion et a lancé des partenariats nationaux et internationaux pour rendre le mentorat inclusif plus accessible aux femmes et aux membres des groupes en cas d'équité. Fière alliée, en 2004, Jennifer a conseillé la Chambre de commerce queer du Canada sur Fière en affaires, un programme de mentorat pour entrepreneurs membres de communautés de LGBTQIA+. Jennifer a co-dirigé une étude sur les femmes en génie et post-connexe au Québec et a collaboré à la publication d'un ouvrage présentant les constats et recommandations. Jennifer elle-même mentor et mentorée et en évolution perpétuelle. Merci Jennifer d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Je vous arrête mon partage d'écran parce que je veux qu'on puisse discuter. Voilà, voilà, j'ai trop d'écran, tout va bien. Super. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, full heureux d'être ici. Ça va bien? Donc, je me lance tout de suite avec la première question. Donc, j'ai mis quand même en contexte, donc n'hésitez pas à faire des liens avec la recherche ou faire des liens avec vos propres milieux. J'aimerais qu'on discute des principaux obstacles à l'inclusion des personnes de SLGBTQIA+, dans le secteur de l'énergie à l'heure actuelle. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on observe? Commencez? Vas-y. Comme tu veux, Pasquale. Non, vas-y, Jennifer, je te OK. suis. Bon, mais dans ce cas-là, je me lance. C'est une question très importante, Cynthia, qu'on peut répondre au niveau très macro et très, très micro. Si on Hmm. fait un petit peu un entre-deux, pour moi, il y a trois éléments macro. On peut dire la culture, la géographie et la posture. Donc, culture, je parle de la culture de l'environnement. Donc, tous les environnements de travail ont une culture. Je ne parle pas du fait qu'on peut être au Québec ou en Iran ou en Amérique du Sud, mais la culture du travail dans l'organisation. Et puis là, dans ce cas particulier, on parle d'une culture qui est historiquement, la culture, tu sais, le secteur de l'énergie, c'est de milieu historiquement masculin, technique, hiérarchique. Les personnes qui travaillent là n'ont pas forcément une éducation en sociologie, en enjeux sociaux, en identité.
L'approche un peu scientifique technique peut biaiser les esprits à l'idée de la neutralité. Euh, on a longtemps pensé que la science, la technologie sont neutres. On sait maintenant qu'ils ne le sont pas. Je te vois sourire, Pasquale. C'est quelque chose qu'on observe. Il y a dans ces milieux-là, il peut y avoir des normes implicites de conformité. Donc, dans plusieurs cultures organisationnelles, il y a, voici notre culture, on s'attend à ce que vous conformez, mais il y a certaines cultures où il y a, c'est explicite, c'est nommé d'encourager l'unicité de chacun, une diversité. Il y en a d'autres où la culture est plutôt conformez-vous. Donc, ça, je dirais, grand chapeau, culture de l'environnement, ça joue beaucoup. Ensuite, il y a dans le secteur de l'énergie, il y a le facteur géographique. Maintenant, si les administrateurs, maintenant, tu sais, vivent dans les grandes villes où ils travaillent de chez eux, tout ça, il reste que l'énergie se produit dans des régions éloignées, dans des régions isolées. Si on est, ou si on est une minorité, on est encore plus une minorité parce qu'à Montréal, tu sais, je peux être, bon, mettons, moi, on parlait de nos noms de famille tantôt. Mon nom de famille est albanais. Il existe peut-être 200 Albanais à Montréal. Il n'en existe pas là où il y a des barrages d'Hydro-Québec, par exemple. Donc, même si je peux être minoritaire, même unique sur mon environnement, il y a quand même un plus grand environnement géographique qui me permet de ne pas me sentir seule. Alors que si on travaille dans une région éloignée, ce n'est peut-être pas le cas. On peut aussi, comment dire, éléments géographiques, on parle de mobilité. Ici, à Montréal, je peux prendre le métro puis je peux aller trouver ma communauté dans une heure, à l'intérieur d'une heure, alors que si je suis en région éloignée, ce n'est pas le cas. Donc, si je fais partie d'un groupe marginalisé, je peux être seule, je peux être isolée et ça peut amener des risques. OK? Et troisième élément que je vous nommerai, c'est la posture de l'entreprise. Et puis là, il peut y avoir une posture publique et une véritable posture. Il y a parfois un écart entre les politiques et les pratiques. Donc, quelle est la posture de l'entreprise? Est-ce que c'est une posture extrêmement inclusive qui vit les politiques, qui les met en œuvre, qui y tient? Ou est-ce que c'est une entreprise qui a des politiques, mais c'est plutôt aspirationnel? Ou est-ce que c'est une entreprise pour laquelle ce n'est vraiment pas une priorité du tout? Voilà. Wow, c'est extrêmement fascinant. Je peux t'embarquer, Cynthia? Wow. Je prenais des notes, là, tout est là. Il y a un facteur. J'ajouterais aussi à ça, je ne vais pas réitérer ce que tu as dit, mais tout ce qui est question d'intersectionnalité, on dirait qu'on en fait peut-être un concept plus complexe. C'est quand même une grande complexité selon notre identité, mais des fois, on l'oublie. Puis, tantôt, Jennifer a ajouté un autre point. Excuse-moi, Cynthia mentionnait tantôt, est-ce que des gens qui travaillent derrière un ordi versus pas derrière un ordi? Euh, je pense qu'on a la chance de rencontrer des collègues d'un peu partout dans nos organisations, surtout dans le monde de l'énergie. Il y a deux choses. Un, c'est on se rend compte qu'il y a des réalités. Puis deux, moi-même, quand je suis rentré dans l'espace EDI, j'avais comme plein de préjugés. Le petit gars de Montréal qui travaille dans une tour, dans un milieu très corpo, de te rendre compte que dans des commentaires ou des situations vraiment inadmissibles, tu peux les entendre dans une tour au centre-ville de Montréal, de Québec, comme tu peux l'entendre en région ou en territoire. Donc vraiment, il y a comme, je sais pas comment dire poliment, il y a comme pas de limite, il n'y a pas de barrière géographique à des gens pas gentils, pour rester très poli. Je veux faire un pas de recul, juste remercier, merci de l'invitation. Évidemment, j'apprécie beaucoup. Votre rapport, on l'a pris, on l'a décortiqué tant en équipe EDI qu'avec notre groupe de ressources employées, notre groupe d'affinité. On continue de décortiquer tous les constats. Ça nous a un peu comme ça nous faisait un petit choc. À chaque fois, tu es comme, oh my God, je vis ça, nous aussi, puis on le vit. OK. Puis toutes les pistes de solutions ne sont pas toujours faciles, sont claires, mais ensuite, comment tu le fais vivre? Puis Jennifer, c'est tellement beau, comment tu dis comment faire vivre en haut. Je n'ai pas encore rencontré une membre de la haute direction qui était contre l'inclusion, contre les valeurs de tout le monde à sa place. Puis, comment on dit en français, bring your whole self to work. On veut que les gens soient eux et eux-mêmes. Mais ensuite, il faut que ça descende, ça percole. Puis, des fois, ça se peut que dans des
les employeurs, on peut être comme la relation parent-enfant. Je regarde si ma supérieure a fait des commentaires ou une attitude qui devrait peut-être pas, ben ça se peut que les employés reflètent aussi. Donc, si ma gestionnaire laisse passer plein de commentaires que je souhaiterais pas, ça se peut que les employés disent, ah ben, si en haut on peut le faire, en bas aussi. Donc, c'est comment on prend ces grandes valeurs d'inclusion prises de façon très corpo à très, très haut niveau et on les fasse descendre et surtout qu'on les répète. Et souvent, on se compare, après, on se compare souvent à la santé-sécurité. Tu as fait une super belle allusion tantôt, Cynthia. Toute la sécurité physique. On en parle beaucoup, beaucoup. Puis, on dit, tu mets tes équipements de protection ou sinon tu ne vas pas. Tu ne sors pas. C'est trop risqué de te blesser. La santé psychologique, ça fait longtemps qu'on l'intègre, mais on a encore un petit peu de difficulté. Il y a quand même plusieurs tabous autour. Et c'est plus facile pour moi de dire, tu mets tes équipements de protection ou tu ne sors pas, versus, ah, ça serait bien que tu ouvres ton cœur à ton collègue Pasquale qui a peut-être quelqu'un dans sa vie qui a le même genre ou sexe que lui. Ce sont comme deux réalités qui sont plus difficiles. Il y a beaucoup plus d'humains. Mhm. Merci. Ça me ramène beaucoup à la question de neutralité que Jennifer a abordée parce que on a souvent l'impression justement que la science, c'est neutre, qu'on n'arrive jamais avec notre perspective, notre point de vue, alors que, comme tu l'as dit, Jennifer, c'est pas le cas du tout. Mais c'est un peu la même chose qu'on observe dans des milieux de l'emploi aussi. On pense que dès qu'on va parler du fait que, par exemple, on est dans une relation avec quelqu'un du même genre ou qu'on fait partie de la communauté, on est automatiquement vu comme n'étant pas neutre. Alors qu'on observe nos collègues dans des relations hétérosexuelles, par exemple, je parlais de leur femme, parler de leur week-end, avoir une bague de mariage, parler de leurs activités, mais ça, c'est vu comme étant neutre. Donc, je pense que l'aspect de la neutralité est vraiment intéressant à aborder parce que il y en a pas finalement. Ça n'existe pas du tout, dans ma perspective, mais... Mhm. 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 Je peux te Oui, rajouter à vas-y. ça, tu sais, c'est souvent, on dit l'inclusion, dans notre domaine en équité, diversité et inclusion, l'équité, c'est les processus. La diversité, c'est un fait. Puis l'inclusion, il y a plein de belles façons de mieux l'expliquer, mais ouvrir les petits cœurs, si on veut. Puis dans la diversité, ben, c'est comme un fait. Souvent, les gens disent, ah, tu sais, moi, je suis un peu plus ou moins ouvert, ou les gens ne vont pas dire comme ça. Évidemment, je fais plein de préjugés ou des raccourcis. Mais c'est un fait. Donc, tes employés ne sont pas homogènes. Même si tu rentres dans une salle où tout le monde, à première vue, se ressemble, entre guillemets, tes employés ne sont pas pareils. Sont toujours hétérogènes. Donc, soit tu en parles ou tu ignores le problème, genre, tu fais comme si ça n'existait pas. Fait que cette neutralité de dire, ah oui, tu sais, il y a quand même une hétéronormativité qui existe, qui est très dans ta face au quotidien, là, soit dans les médias, un petit peu de moins en moins, dans le domaine culturel, mais ça reste un peu marginal. Comment on l'intègre davantage pour sentir que, lundi matin, autour de, je sais pas, avant de quitter le milieu de travail pour aller sur la route ou avant de partir nos discussions Teams, ben, j'ai comme ma place pour partager si je souhaite partager comment a été mon week-end avec mes proches. Ouais, tout à fait. C'est une balance qui est difficile à voir. Est-ce que moi, je veux m'exprimer? Est-ce que je me sens à l'aise de m'exprimer en même temps? S'il y a Mm. personne qui s'exprime jamais, on n'est pas témoin de cette diversité-là. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf, là. Il faut créer un environnement qui est suffisamment Sure. sécuritaire pour s'ouvrir et ça va s'ouvrir encore plus. Pasquale t'a parlé aussi d'intersectionnalité. Puis évidemment, je trouve que c'est vraiment important, surtout dans le secteur de l'énergie, des secteurs qui sont pas nécessairement dans les grands centres, qui peuvent être par exemple dans tes territoires autochtones ou en tout cas proches des territoires autochtones. Donc, comment on peut faire concrètement pour intégrer l'intersectionnalité? J'ai parlé du personnel autochtone, mais des membres, par exemple aussi des personnes qui ont un handicap invisible ou d'autres types d'intersections. Donc, comment on fait pour intégrer concrètement le concept de l'intersectionnalité dans les pratiques quotidiennes? Elle est chargée, celle-là. Oui. Euh, elle est extraordinaire parce que je trouve elle est à la base même du travail qu'on fait comme collègue qui essaie d'avoir des organisations plus ouvertes, plus inclusives. Euh, il y a beaucoup, tu peux faire du quanti, je le vois de deux façons, tu peux faire du quanti puis du quali. Tu sais, on va faire plein de, je sais pas, des webinaires ou des formations. Évidemment, on prend tout dans la boîte à outils, tout est pertinent, mais des fois, faire dans le qualitatif, c'est long, mais comme une conversation à la fois. Fait que peut-être que si mon collègue comprend pas, les lettres, souvent les gens disent, je suis un peu mêlé dans les lettres, it's OK, c'est bon, on va les apprendre ensemble, ou tu as un super outil dans tes poches
qui est un beau petit téléphone. Il y a beaucoup de mauvais, mais il y a aussi beaucoup de bons là-dedans. Tu as le droit de demander à l'AI, Google, là, tu vas trouver quelque chose si tu veux. Et puis ensuite, je ne veux pas dire quand tu ajoutes l'intersectionnalité, mais si une personne, tout le monde a plusieurs identités, on dirait que souvent, je dois comprendre chacune pour voir que, ah, OK, ben mon collègue n'est pas juste une personne. Puis sans le sursimplifier, on dirait qu'il faut avoir le temps d'avoir ces discussions-là, en espérant qu'elles sont de moins en moins nécessaires parce que les gens, pas qu'on prend pour acquis, mais je ne sais pas comment dire, normaliser. On l'entend de plus en plus souvent. Mais ensuite, on dirait qu'il faut comprendre chacune. Fait qu'est-ce que je comprends les collègues des communautés LGBTQ+? Ah, OK, cool. Je comprends pas tout. Disons, je paraphrase. Je comprends pas tout, mais OK, je suis capable d'être une bonne personne alliée. Cool. Ah, OK, là, tu es une personne des communautés. Puis, je sais pas, tu composes avec un TDA ou un TDAH. OK, est-ce que je comprends c'est quoi un TDA? OK, comment ces deux choses-là vont ensemble? Ah, OK, donc cette personne-là, c'est un peu de comprendre. Ça demande énormément d'empathie. C'est plate, là, c'est plate ou le fun, selon comment on le voit, mais c'est de l'empathie, puis il faut aider les gens à cheminer. Sans parler de comme on éduque, on ne fait pas de l'éducation, là, c'est pas ça, mais plus la sensibilisation à dire, ultimement, j'aimerais ça que tu comprennes ton collègue, à défaut de quoi ton plancher, mais ça va être au moins de le respecter. Si tu ne souhaites pas tout comprendre, ben, tu vas au moins le respecter quand tu vas rentrer, puis quand tu vas sortir du bureau, puis après, tu sais, ce que tu penses que tu fais à la maison avec tes proches, ça me regarde moins. Ouais, je trouve ça intéressant que tu apportes la notion de base de respect, puis après, il y a une responsabilité individuelle aussi d'aller vers l'apprentissage, mais une responsabilité aussi d'entreprise et aussi individuelle d'empathie, d'ouverture vers l'autre, puis d'écoute, que ça prend du temps, mais que c'est un travail qui est nécessaire. Beaucoup. Jennifer, voudrais-tu ajouter quelque chose? Hmm. Oui, ça me fait beaucoup réfléchir. Oui, donc quelles sont les responsabilités? J'ai l'impression que c'est comme il y a une dispute. Est-ce que c'est plus de raison, moins de raison que oui, il y aura jamais ça va jamais additionner à 100%. On va toujours, l'être humain a souvent la tendance de se donner le crédit et de moins se donner la responsabilité. Euh, donc, mais c'est pas obligatoire que ça soit, qu'on est d'accord sur les détails. Ce qui est important, je pense, c'est euh, comment on cultive cette empathie. Parce que tout le monde personne n'est contre la vertu. Ah oui, moi, je veux être empathique envers tout le monde. Mais comment est-ce que je vais le faire? Euh, le monde me véhicule des préjugés à tous les jours. Je suis bombardée avec eux. Comment, concrètement, je vais légèrement m'en défaire d'une partie avant ma mort? C'est l'aspiration, ça va. Et puis, pour ce faire, ben, écoutez, le mentorat est une méthode extrêmement efficace. Pourquoi c'est efficace? Parce que on est en train de responsabiliser la personne mentor pour le bien-être, pour l'évolution, ou pour la stimulation de la personne mentorée. D'accord? Il est jamais, le mentor, la mentor est jamais responsable de si ou non la personne mentorée réussit ou non. Mais veut pas, on a un brin de quelque chose à contribuer à son développement. Donc, l'être humain aime ça réussir. Il y a des études qui montrent que quand on donne la tâche à des personnes gestionnaires de mentorer quelqu'un qui n'est pas comme eux, puis ils n'ont pas envie d'intégrer, mais du coup, bon, ils doivent le mentorer, ben, ils veulent réussir dans leur tâche de mentor. Donc, ils s'exposent à une autre réalité, puis veut pas, ils commencent à avoir de l'empathie malgré elle. Euh, c'est donc s'éduquer, je veux bien prendre mon téléphone et googler IA LGBTQ+, mais parfois on en rencontre des attitudes où ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de googler, c'est pas mon problème. Hein? Et puis donc c'est un workaround, je pense, le mentorat dans ce cas-là. Maintenant aussi dans le mentorat, il faut quand même former, hein? Ça, c'est essentiel. Par ailleurs, on travaille sur un projet, Mentorat Québec et Mentorat Canada sont en collaboration sur un projet qui s'appelle Mentor-moi d'égal à égal. C'est pour implanter des programmes de mentorat inclusif.
Et puis, la formation, tu sais, on le répète, toutes les études sont d'accord, c'est clé. Parce que même la personne la mieux intentionnée, on l'a vu par ailleurs dans l'étude qu'on a réalisée sur les femmes en génie au Québec avec le QTR, euh, les mentors en génie pour les femmes ont longtemps conseillé aux femmes de s'adapter au milieu, un milieu qui était profondément toxique. Et je dis pas que c'était pas le meilleur conseil à ce moment-là, peut-être dans les années 80-90, tu sais, il n'y avait pas d'autres conseils à donner, je ne sais pas. Mais dans le sens où, tu sais, quand on veut faire du mentorat inclusif, notre rôle n'est pas vraiment toujours d'adapter, ben, c'est toujours de donner le pouvoir de choix à la personne, mais c'est pas forcément de conseiller une adaptation, mais de conseiller, ben, d'être là en appui pour aider la personne à réfléchir à toutes ces options, y inclut l'adaptation. Et puis finalement aussi, puis ça c'est le clé du mentorat inclusif, c'est de ne pas être un allié en retrait, mais de se positionner en allié tant qu'il peut se faire, là où il peut se faire, pour absorber un petit peu pas la charge, de la charge qui incombe trop malheureusement injustement dans des personnes qui sont les moins outillées pour la porter. Merci Jennifer, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit en lien avec cultiver l'empathie. Dès qu'on entend cultiver, en tout cas moi dans ma tête, je vois un jardin, je vois quelque chose qui se fait à long terme, qui prend du temps, puis qui ramène aussi qui ramène quelque chose, ça ramène des fruits, ça ramène des légumes, on plante quelque chose pour le cultiver, donc c'est quelque chose qui est à très long terme, donc j'aimais cette image-là. Puis j'aimais aussi ce que tu disais au niveau du mentorat, que je pense qu'on voit souvent le mentorat comme une opportunité de développement professionnel, mais c'est aussi, et corrige-moi si je me trompe, mais c'est aussi une façon de partager une culture d'entreprise, parce que là, oui, dans l'exemple que tu as donné, par exemple, au niveau du génie, c'était peut-être une culture d'entreprise qui n'était pas extraordinaire, mais on peut utiliser ce même outil-là pour créer une culture d'entreprise qui est plus positive, plus inclusive aussi. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Merci. Pasquale, voulais-tu ajouter quelque chose? C'est extrêmement fascinant. Sur comme les retombées indirectes, on dirait, vous me faites penser, là, surtout Jennifer, comment tu l'amènes, c'est en disant, tu sais, on essaie de cultiver quelque chose, puis tu essaies d'en faire la promotion. Je peux pas obliger des employés, mais j'aimerais que tu aies un peu plus d'empathie. Euh, il y a comme plein d'employeurs, on essaie de faire des panels, on implique nos employés des communautés et surtout les personnes alliées en disant, voici, tu sais, une personne alliée qui parle à une autre personne alliée, c'est tellement plus riche, tu sais. Qu'un homme se lève dans une autre salle pour dire à un autre homme qu'un commentaire sexiste ou misogyne inapproprié, c'est comme plus porteur, je sais pas, je le dis pas mal, mais qu'une femme qui est visée. Idem pour des commentaires homophobes, transphobes, lesbophobes. Ça fait penser, on a fait un panel il y a comme 2 ans, un panel pendant une semaine d'inclusion pour parler de toutes les LGBTQ plus phobies. Et c'était uniquement avec des membres de famille, donc des employés, mais qui ne parlaient pas d'eux et elles-mêmes, mais vraiment des personnes dans leur famille. Donc, soit, tu sais, je me rappelle, je pense qu'il y avait une personne qui avait un enfant trans, une personne qui avait un enfant qui parlait de son coming out. Tous les parents, peut-être avec des jeunes adultes ou ados à la maison. Puis c'est extraordinaire parce qu'une des personnes qui a fait un témoignage assez, que je trouve mais qui était quand même chargé. Là. Je n'aurais pas eu la composition qu'elle a eue pour pouvoir le partager de façon impeccable. Mais on s'est parlé quelques semaines par la suite et elle disait qu'il y a plein d'employés qui ont reach out, qui l'ont appelé en disant Hey, tu vis ça à la maison avec tes enfants. Moi, je vis quelque chose de similaire, peut-être avec mes enfants, peut-être avec mes neveux, nièces, ou peut-être avec un ou une collègue. Ce que tu as dit m'a aidé. Est-ce qu'on peut prendre un peu de temps? Et donc là, à la base, si on dit un employeur, son rôle, c'est un peu de travailler pour ses employés directement. Tu sais, les gens sur le payroll, si on veut. Mais tu te rends compte, attends, j'ai des retombées un peu plus larges où je suis capable d'aller chercher des gens un peu plus loin qu'au-delà de juste les personnes qui sont en embauche pour avoir un impact plus sociétal. Je sais que ça fait un peu vertueux, mais tu te dis, attends, si je peux aider un ou une collègue à aider à accueillir mieux son enfant, soit dans un coming out, soit une transition, mieux comprendre quelqu'un dans son entourage, si wow, mais quel impact extraordinaire qu'on a eu. Puis ultimement, si tu peux les multiplier, ça va être très, très long, mais si tu peux les multiplier, faire en sorte qu'une personne indirecte l'a un peu mieux que quelqu'un d'autre avant,
on prend là, puis on est super content d'avoir eu cet impact-là. Je suis C'est bien hyper d'accord. valorisant pour l'employé là, qui partage. C'est très valorisant, puis c'est une question de où est-ce que, quels sont les contours de notre responsabilité ou plutôt de notre champ d'influence, d'accord? Donc, j'étais dans une course dimanche, une course sponsorisée par Sun Life. C'est excellent, Sun Life sponsorise une course, tout le monde prend son exercice en plein air, c'est excellent. Euh, c'est une très belle façon de soutenir la communauté. Moi, si j'étais Sun Life, je ne sais pas ce qu'ils font à l'interne, mais tu sais, est-ce que je cultiverais aussi cet esprit d'entraide et tout le monde qui soutient les autres à l'intérieur de l'entreprise? Parce que là, on les a de 9 à 5 jours par semaine. Ouais, on oublie souvent que on pense que les entreprises sont un reflet de la société, mais elles font aussi partie de la société, puis c'est aussi une micro-société en soi. Donc, cultiver les valeurs à l'intérieur va aussi refléter un plus grands impacts. Puis, c'est sûr, là, c'est facile de te prendre comme exemple parce que oui, mais Hydro-Québec, c'est quand même à la largeur de la province. Donc, c'est sûr qu'une entreprise, une société d'État comme ça qui est tellement liée à sa province a encore plus d'impact au niveau sociétal. C'est à la fois, c'est à la fois un Oui. privilège et c'est un privilège, mais il y a comme un devoir de sens de responsabilité où, tu sais, on dit, il y a 23, 24 000 employés chez Hydro, wow, qui sont toutes et tous des Québécois. Ensuite, 4,2 millions de clients. Puis ensuite, tu te dis, mais j'ai un impact indirect sur les 9 millions Québécois, Québécoises. Fait que, ultimement, on a tous un impact. Fait que ça, c'était plus du côté public. Donc, tu dis, OK, j'ai un devoir que mes employés aient des milieux de travail sécuritaires, tant psychologiquement que physique, mais aussi je me fais regarder par d'autres. Peut-être d'autres ministères d'organismes publics ou dans le parapublic où c'est un peu moins dit de façon, moins dit à l'externe. Tu sais, plein d'organismes font plein de choses à l'interne, ils en parlent un peu moins. Quand tu prends plus le privé, si je peux me permettre de parler pas des collègues au privé, souvent il y a l'aspect concurrence. Euh, Puis des fois, on l'utilise à notre avantage en disant, ah, OK, donc banque X va faire, je sais pas, peu importe quel geste. Donc là, soudainement, banque Y se rend compte, hey, si eux le font, il faudrait que moi je le fasse aussi. Donc tant mieux si ça fait que grâce à la surenchère ou à la petite compétition, ils deviennent des milieux plus ouverts et ultimement des fournisseurs de services ou des entreprises qui vont fournir un service un peu plus inclusif et plus représentatif. Tu sais, quand je vois des publicités de certaines banques ou genre de certaines grandes organisations où il y a des couples de même sexe, tu fais, wow, on n'aurait pas vu ça il y a je ne sais pas combien d'années, mais c'est Absolument. relativement nouveau. Oui, tout à Absolument. fait. Je nous ramène à nos questions. Je vais savoir, je veux qu'on parle un petit peu de ce qu'on a parlé plus tôt, Pascal, au niveau de la sécurité sur le terrain. Comme j'aimerais qu'on parle un peu plus de quelle manière l'inclusion va influencer directement les protocoles de sécurité sur le terrain. Puis ma question un peu indirecte, là, c'est comment on peut traduire l'idée que l'inclusion, en fait, c'est la sécurité dans des mesures opérationnelles qui sont concrètes, euh, que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain. Ouais. Comme tu l'as super bien dit au début, tu sais, on y pense pas toujours comme impact direct. On n'a pas toujours ce réflexe-là. Souvent, on dit, c'est un employé qui rentre au travail, notre devoir numéro un comme employeur, peu importe ton équipe, il faut qu'à la fin de la journée, quand l'employé sort, rentre à la maison, sort en toute sécurité de la même façon qu'il ou elle est rentré le matin. Tu sais, ta sécurité, c'est la priorité numéro un. Il ne faut pas que tu te blesses, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de mauvais qui t'arrive. Fait qu'on pense souvent à celle-là. Mais, tu sais, moi, je donne souvent l'exemple. Tu sais, moi, je suis chanceux ou pas, ça dépend comment, du point de vue qu'on a. Je travaille dans des grandes tours au centre-ville. S'il y a un ou une collègue, disons que je comprends pas ou j'apprécie pas, je suis sur des grands étages, on peut s'ignorer. C'est pas gentil, là, c'est terrible. Mais s'il y a quelqu'un que j'apprécie moins, on peut s'ignorer. Je change d'étage, je change de bâtiment. Si je passe mon temps, si je suis basé dans un plus petit bureau, où on est 20-30. Vous savez, c'est quoi? 20-30, c'est presque des familles élargies, là, dans le temps des fêtes, vous voyez. Tant s'il y a un conflit entre deux personnes, je ne veux pas l'extrapoler, mais souvent on pense, ah, les deux membres de la famille qui ne s'apprécient pas, il faut que ça soit ensemble. Tiens, attends, mais si c'est ça dans le bureau au quotidien, là, je prends un exemple hyper simpliste. Si je prends ensuite deux collègues qui ne s'apprécient pas, qui sont peut-être, là, on parle surtout LGBTQ+, mais tu sais, on peut l'amener à des cas, tu sais, on parle beaucoup d'homophobie, mais si on parlait de racisme, de sexisme, de misogynie, de capacitisme,
si j'ai des collègues qui passent beaucoup, beaucoup de temps dans un espace rapproché, dans un véhicule, c'est difficile. Comment on fait pour que ça se passe bien? Puis ensuite, des employés qui font plus des opérations où littéralement, ça se peut qu'un tienne la sécurité de l'autre en ses mains. Si on n'a pas ce lien-là de sécurité, de confiance, ultimement, ça devient ça. C'est dur de faire ce lien-là dans des petits ateliers de genre 15, 20, 30 minutes et de passer ça aux gestionnaires. La majorité des gestionnaires comprennent cette valeur-là, de dire, OK, mon employé rentre en sécurité, il faut qu'il sorte en sécurité. Ensuite, la loi sur la santé et la sécurité a été mise à jour pour intégrer tous les facteurs de risque psychosociaux. C'est extraordinaire parce que ça force les employeurs aussi à faire un chemin plus en disant, OK, on regarde le corps, là, les physiques, mais est-ce que tout le reste est pris en compte et comment je l'adresse? Avant, on était peut-être un peu moins habile, peut-être moins à l'aise. Là, faut le regarder et dire, OK, ce que je laissais passer, là, je ne peux plus le laisser passer. Comme employeur, c'est ma responsabilité. Et aussi, nous, entre autres, comme collègues au quotidien. Ça, c'est tough. Parce que je termine, si moi, je vois quelque chose de pas correct ou un collègue qui dit quelque chose de mauvais, si tu es dans des grandes équipes, je sais pas, on est 50, 60, 70, tu dis, hey, Pascal, a dit quelque chose de pas fin, va aller voir sa gestionnaire, puis Jennifer va dire, Pascal, je vais intervenir, ça, c'est non. Si on est 10 dans un petit bureau, peut-être tu dis, ah, est-ce que je le laisse passer celle-là? Ou, ah, ça va. Puis je pense souvent à l'exemple des femmes dans les métiers non, ou traditionnellement très masculins. Si, je ne dis pas que c'est le cas partout, là, évidemment, mais si j'entends un petit commentaire qui est moins bien intentionné, est-ce que j'en laisse passer un, deux, trois? À quel moment je dis, guys, ça c'est non. Puis généralement, ça prend, c'est toujours la loi du nombre. Là. On dit souvent une personne seule, qu'elle soit la seule personne racisée ou sur l'immigration directe, c'est comme le même principe qui s'applique. Mhm, mhm, mhm. C'est intéressant. On a des campagnes maintenant. Il y a une campagne dans l'ouest du pays euh, pour comment dire, les métiers spécialisés, pour les rendre plus sécuritaires pour des personnes marginalisées. Puis, c'est une collaboration entre les syndicats et les équipes de foot. Tu sais, parce que personne ne peut mettre en question l'identité typiquement genrée masculin d'un joueur de football. Je veux dire. Et puis donc, ce sont les champions, les représentants qui vont aller sur les lieux et promouvoir, tu sais, non, on dit pas ça dans le locker room, puis non, des propos misogynes ou racistes, c'est vraiment pas drôle, c'est pas cool, tout ça. Mais quand on leur entend parler, pour eux aussi, c'est confrontationnel, c'est difficile, il y a un prix à payer. Euh, il faut pas qu'ils soient seuls parce que ça passe mieux. Ils sont moins remis en question. Le monde va écouter le message. Les oreilles vont mieux ouvrir s'il y a plus qu'une personne. C'est la réalité de la chose. Donc, c'est ça. Donc, l'éducation, comment être allié, ne pas être bystander. Qu'est-ce que ça veut dire être allié? Euh, et puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi être champion? Parce qu'on parlait tantôt de la culture organisationnelle, puis comment est-ce que c'est peut être sécuritaire ou non de s'identifier, mettons qu'on est trans ou quelque chose. Par ailleurs, Cynthia, c'est dans le rapport, là, il y a beaucoup de témoignages de la part de personnes qui n'ont pas le droit de dire qu'ils sont trans parce que ce serait dangereux. Ils doivent protéger leur sécurité physique avant de s'épanouir mentalement, émotionnellement. Donc, c'est là où entre parfois le rôle des champions. Puis, un président, un PDG, quelque chose comme ça, peut très bien être champion. Hein. Peut très bien être un champion en donnant l'exemple, en parlant ouvertement, publiquement, en faveur des communautés marginalisées. Ça fait une différence. Ça libère la parole plus bas dans les hiérarchies. Là-dessus, sur les personnes alliées, je trouve ça vraiment intéressant. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir un invité. Là. On a eu un conférencier en la personne de Laurent Duvernay-Tardif, grand footballeur, hyper apprécié, qu'on a fait venir et qui, lui, tu sais, c'est super le fun. C'était pendant une semaine de l'inclusion, on parlait, on avait plusieurs panels, on faisait des activités un peu partout. Et, et Laurent a parlé d'inclusion sans utiliser les mots EDI, là, sans utiliser nos mots plus notre jargon.
Mais le fait de façon tellement simple, quand il a dit, tu sais, il dit, moi, je suis un gars, je suis en football, je suis hétéro, je suis blanc, il dit, tu sais, je suis grand, j'incarne tout ce qui est groupe majoritaire, j'oublie c'est quoi ces mots-là. Mais il dit, quand je suis arrivé à Kansas City, là, j'étais devenu le petit Frenchie. Fait que tu sais, t'es toujours comme la diversité de quelqu'un d'autre selon où est-ce que tu es géographiquement, puis ça nous avait vraiment marqué. Ça, c'était un. Puis le deuxième personnalier, je me rappelle d'un champion. C'est le bon mot, là, je suis content de l'avoir maintenant. Un ancien vice-président qui était plus du côté des opérations chez nous, qui était le champion ou comme le lead des communautés LGBTQ+. Puis quand on était dans notre ERG, notre groupe de ressources employées ou notre groupe d'affinité, on se rassemblait, puis on s'auto-limitait dans ce qu'on voulait faire comme employé des communautés en disant « Ah, ce serait le fun. Ah, peut-être un jour, on ferait ça. Ah, ça, dans 3 ans, on va être assez mature pour faire ça. » Puis notre champion qui le disait de façon très, très directe et frontale en disant « Hey, moi, je suis un gars hétéro, ingénieur qui habite à Montréal. Là. » Il dit « Je comprends pas, mais j'ai toute la volonté. Tu sais, je veux être là. Je veux. » Puis une fois que tu as pris le temps avec lui, là, puis il a pris le bâton, là, puis il a couru. Là. Mais il a couru, puis il dit arrêtez de passer dans 3 ans, c'est cette année qu'on fait ça. Puis je vais vous débloquer les portes. Puis qu'est-ce qui freine? OK, je vais l'appeler. Tu sais, souvent, c'est de dire ah, une fois que je trouve le ou la championne, la personne qui va porter ça pour moi, la personne qui comprend, qui gets it, puis la personne qui arrive avec la plus grande humilité au monde. Je pense qu'il faut avoir beaucoup, beaucoup d'humilité dans ce qu'on fait et on l'oublie. Tu sais, nous, les premiers, les personnes qui travaillent en diversité en disant je comprends pas tout, je connais pas tout, j'essaye, je fais l'effort. Si je me trompe, hey, je m'excuse, j'ai pas utilisé de bon terme, bon pronom, je suis navré. Je vais pas le refaire, je vais apprendre. Là, je vais aller googler ce soir, je vais apprendre. Mais ensuite, tu sais, je vais être ton champion. Là, puis là, je vais parler pour toi, là, beaucoup plus fort. Ah, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu ajoutes parce que la personne championne que tu fais référence vient vraiment briser un plafond de verre. En tant que personnes qui font partie de la communauté, qui sont souvent des gens qui font partie des groupes ressources employés, euh, on se met des limitations parce que la société a mis ces limitations-là toute la vie, puis on oublie un peu. Puis en parlant à quelqu'un qui est à l'extérieur de ce groupe-là, qui a une autre perspective, ben cette personne-là vous a donné peut-être, est-ce que j'ose dire le courage, mais la vision ou en tout cas la détermination de se dire, hey, on peut aller plus loin, c'est vrai qu'on peut faire ça. Puis main dans la main, vous êtes allés ensemble, vous êtes allés Mm. encore plus loin. Ça me rappelle aussi ce que tu disais, Jennifer, sur l'équipe de football. Je trouve ça vraiment intéressant de prendre justement, de prendre les mêmes modèles que ces gens-là vont regarder, qui vont admirer, mais de prendre ces modèles-là, puis d'en faire des champions, championnes pour nos communautés, que ça soit à l'extérieur ou dans nos milieux de travail aussi, ça peut être, ça peut vraiment aider, puis ça peut être un outil peut-être d'aller chercher ces champions, championnes-là sur les terrains, dans les chantiers qui sont un peu partout à travers le Québec puis le Canada, peut-être, de mettre ces personnes-là un peu partout, ça peut aider à changer peut-être ces milieux-là. Mhm. Vous voulez Dé- ajouter quelque chose, Jennifer? Décidément, non, je Oui. suis d'accord avec vous. Puis je pense que il y a une campagne publicitaire actuellement, je crois que c'est par le gouvernement du Québec, contre l'intimidation au travail. Vous l'avez vu, hein? Donc, très rapidement, on voit qu'il y a un homme qui se fait intimider par son superviseur, on présume. Il lance les crayons par terre, puis il commence à crier dessus. Puis tu le vois du point de vue d'une petite équipe qui est en train de travailler pas loin. Puis tu vois les expressions, au début, ils se mêlent pas, mais après, ils disent, attends, qu'est-ce qui se passe? Puis le plan après, c'est une de leurs membres, elle vient se tenir à côté de l'homme qui intimide et l'autre. Et elle dit rien. Elle a rien. Elle n'a pas un mot à dire. Elle fait que regarder. Et l'intimidateur, il ramasse ses affaires et s'en va. La raison pour laquelle je l'amène, c'est parce que, bon, on peut dire que cette personne est une championne. En fait, c'est une alliée. Une championne, c'est quelqu'un, à ma définition, c'est quelqu'un qui prend position publiquement, qui utilise de son capital social pour faire avancer la cause de quelqu'un d'autre, dans le fond. Euh, mais dans la publicité, ce qu'on voit, Cynthia, c'est un exemple, c'est un jeu, un scénario, une mise en scénario, un jeu de rôle. Et à Mentorat Québec, c'est quelque chose qu'on intègre de plus en plus dans nos formations. Parce qu'on peut parler d'empathie, non, 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 mais
qu'est-ce que je fais si je vois quelqu'un qui intimide un autre? Comment je fais? Ben là, je l'ai le modèle. Là, je l'ai. Puis ainsi de suite. On travaille avec les organisations qui veulent implanter du mentorat ou qui ont implanté du mentorat, puis on dit, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Quelles sont les situations difficiles? Puis on va faire des jeux de rôle, puis on va pratiquer. Puis le moment que la personne se met dans la position physiquement, joue le rôle d'eux, il y a quelque chose qui fait clic. C'est comme un enfant, la première fois, tu peux regarder quelqu'un écrire, mais c'est pas avant que tu tiens le crayon, puis ça sort tout croche, mais tu le tiens, puis à fur et à mesure, tu vas comprendre comment écrire. C'est pareil. Ouais, je pense qu'on observe vraiment j'ai juste l'anglicisme, mais un chiffre ou en tout cas un changement de passer de la connaissance à la pratique, de vraiment développer les compétences. Puis pour moi, c'est un peu le, le, le centre ou le cœur de l'EDI, en fait. Parce que en pratiquant l'EDI, tu peux jamais connaître toutes les intersections puis tout ce que quelqu'un va... Tu peux jamais connaître tout ça, mais tu peux avoir les compétences et l'humilité de vouloir apprendre puis de vouloir quand même tu sais, faire preuve d'empathie puis être là pour la personne puis développer un environnement de travail qui va être plus pertinent et plus sécuritaire pour cette personne-là. Donc, c'est pas une question dans ma vision, en tout cas, c'est pas une question de connaissance, c'est vraiment une question de compétence, l'EDU. Je voulais, Pasquale, voulais-tu acheter quelque chose? Non, c'est tout ça, là, je vais faire un clap. Merci. On fait des claps, puis on fait des claps pour les artistes. Parce que c'est un Hmm, artiste qui a monté ce scénario-là pour la publicité. C'est les humoristes. Quand on va dans un show de humeur, puis là, il tourne les tables. Il parle de quelqu'un qui est LGBTQ+, tu sais, de façon comme s'ils étaient... tu sais, ils renversent les rôles. Et la salle rit parce que ça va à l'encontre de toutes nos idées reçues. Mais c'est ce genre d'imagination chez les humoristes, chez les artistes, au théâtre, tout ça, qui fait évoluer la pensée. Mais finalement, pourquoi? Pourquoi donc je pense comme ça? Euh, et puis pour moi, euh, je, comment dire, j'espère que ça va pas sonner de la mauvaise façon, mais je recherche les points de vue marginaux. Je hmm. les recherche. Moi, je suis femme, blanche, euh, je parle les deux langues, je suis née au Canada, je veux dire, j'ai tout pour moi là. Mais si je vais aller chercher les points de vue un peu marginaux, les points de vue des anarchistes, les points de vue mettons, des QIA dans la LGBTQ+, euh, je vais apprendre à regarder la société différemment. Et puis c'est là, tu sais, c'est là quand on parle de développer l'empathie, puis d'être un bon allié et d'humilité. Vous avez mentionné, Cynthia, l'humilité. Je pense que on a beaucoup à apprendre comme société, d'avoir l'humilité d'écouter les voix marginalisées. Oui, tout à fait. Pasquale, je t'ai ouvrir ton micro. Même si c'est hyper inconfortable Ah, d'écouter quelqu'un qui vit pas ma réalité, puis tu sais, on s'inclut, là, tous les privilèges que Jennifer t'a dit, plus, là, puis je suis un homme, je comprends c'est quoi tous ces privilèges-là, puis d'essayer de me projeter dans la peau. Je me rappelle, il y a quelques années, on faisait des formations sur la communication interculturelle, quand il y avait davantage d'immigration au Québec et au Canada. Et on le faisait pour des équipes. Là, on ajoutait des talents issus de l'immigration très récente, c'est moins de 5 ans. Puis la formatrice était extraordinaire. Elle nous aidait, elle nous faisait cheminer les gens. Puis à la fin, elle disait, bon, tout le monde, je veux que vous preniez des notes. Tu sais, on écrivait des petits mots sur papier. OK, c'était cute. Elle dit, là, je veux que vous changiez de main avec votre crayon. Écrivez le même mot. Et avec l'activité la plus simple au monde, tu prends le crayon, tu changes d'une main dans l'autre où tu es moins à l'aise, ben, c'est ça. C'est juste ça, de sortir de ta zone de confort. Et peut-être que, comme Jennifer, j'ai eu la chance, je suis né au Canada, tu es grandi ici, tu oublies peut-être le cheminement, le chemin, les défis, les parcours de certains collègues, que peut-être tu dis, ah, c'est juste une collègue parmi tant d'autres autour de la table. Le matin quand on commence, c'est ah, mais peut-être qu'elle ou lui a vécu tout un parcours d'immigration. Peut-être elle ou lui a quitté sa communauté issue d'une Première Nation ou Inuit quelque part. Tu ne connais pas le bagage de la personne parce que tu la vois
tu sais, le premier niveau, sans passer à tout le reste. Une belle analogie avec la main, hein? Oui, absolument. Ben, des fois, c'est les gestes les plus simples qui font le plus d'impact. Euh, Techniquement, on est rendu à la période des questions. J'ai écrit un petit message dans le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, il m'en reste encore, donc je vais continuer la conversation le temps que nos super personnes participantes décrivent leurs questions dans le chat, que je puisse vous les poser. On a parlé de responsabilité un petit peu plus tôt. Comment on peut vraiment instaurer une véritable culture de responsabilisation, là, qui est un peu la traduction de accountability? Quels mécanismes on peut mettre en place qui vont vraiment mesurer l'impact de ces initiatives-là, puis afin de garantir que les efforts s'inscrivent vraiment dans une durée, puis pas juste dans des simples mesures temporaires? C'est une très bonne question, je m'en excuse. Ah non, pas du tout. C'est intéressant. Je commencerai par le dernier point, marginalisation, les voix marginalisées. Donc, on sait que il y a 120 ans, les femmes qui réclamaient le vote pour les femmes étaient extrêmement marginalisées. Elles étaient critiquées, elles étaient vraiment maltraitées. Euh, mais leur voix marginalisée avait un concept, avait une révolution, avait un concept qui était juste, qui incarnait la justesse dans le fond. Puis si on réfléchit à ces milieux de travail, euh, notre capacité d'imaginer un monde meilleur se limite souvent à ce qu'on est conditionné à penser. Alors, c'est là où viennent l'intérêt des voix marginalisées. Euh, c'est que font les communautés marginalisées pour assurer leur propre sécurité? J'ai entendu l'autre jour, on travaille avec une organisation en construction en Colombie-Britannique. J'ai appris dernièrement qu'ils viennent d'ajouter une politique anti-intimidation. Si un, et puis pas clavardage. Quand on parle dans le dos de quelqu'un, c'est le commérage. Commérage. Une politique anti-commérage. C'est écrit dans leur politique. Tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un, sinon tu es viré. Eh bien, tu n'as pas le droit de commérer, sinon tu as un avertissement et après, tu es viré. Ça m'a jeté en bas de ma chaise. Mais c'est évident que c'est une bonne politique. C'est évident qu'il y a tellement de milieux de travail qui virent au toxique parce qu'on ne se donne pas le droit d'intégrer une telle politique, alors que c'est parfaitement raisonnable quand on y pense. Donc, des mécanismes pour inculquer une culture de responsabilité, tu sais, c'est vraiment, c'est dosé, Cynthia, je vous dirais, c'est dosé. On connaît tous, tu sais, l'idée que ce qu'on mesure est ce qui se fait. Euh, est-ce que on tient responsable les gestionnaires, comme le disait Pasquale tantôt, non seulement pour la sécurité physique, mais aussi pour la sécurité mentale? Et je veux dire, tu sais, il y a certains indices qu'on n'ose pas ajouter à la charge, mais qui seraient ajoutables, qui seraient ajoutables. Euh, je regarde un petit peu et après, il y a aussi, encore une fois, le mentorat est un bon capteur, un bon système de suivi si on habilite les personnes à faire des retours. Donc, une relation mentorale à définition, c'est confidentiel, évidemment, mais ça n'empêche pas les personnes qui jouent le rôle de mentor de faire des recommandations et puis, dans les programmes de mentorat, on encourage l'instauration comment dire, de mécanismes conçus pour ça. Parce que là, tu te sers du mentorat comme un outil d'intelligence organisationnelle. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de l'exemple des politiques. J'ai l'impression que c'est souvent, on va s'adapter à des lois qui sont mises en place, mais évidemment, provenant du communautaire, souvent le communautaire crie depuis des années pour avoir une loi, pour avoir des réglementations. Ça prend du temps, évidemment, au gouvernement avant d'instaurer ces réglementations-là. Puis ensuite, les organisations sont obligées de s'y conformer, mais d'avoir le courage d'aller
de l'avant, puis de prendre ces initiatives-là d'avance, puis de mettre justement ces indicateurs-là au préalable, fait vraiment de l'entreprise une entreprise avant-gardiste parce qu'elle rend plus sécuritaire, ça augmente la confiance envers le personnel aussi. Donc, il y a tellement plein d'impacts positifs aussi de justement prendre les devants puis d'être un peu avant-gardiste finalement dans les façons d'amener la sécurité en emploi. Pascal? J'aime vraiment ça. Puis pour, tu sais, comme il y a l'argument un peu, disons, financier ou transactionnel, là, ça fait toujours un peu bizarre de le mentionner, mais si toi, comme employeur, tu ne l'offres pas, tout ce dont vous avez mentionné tous les deux, si on ne l'offre pas à nos employés, les employés vont traverser la rue chez un autre employeur qui lui dit, tu sais quoi, chez nous, ta sécurité, ta santé, elle est très importante pour moi, elle est valorisée. Puis je t'accueille comme tu es. Point. Fait que, tu sais, il y a quelques années, on parlait de la guerre des talents, là. Je n'aime pas beaucoup les termes, mais c'est un peu de dire, hey, si tu fais pas de la rétention, tu sais, les gens disent souvent de l'inclusion. Oui, l'inclusion, il y a tout le côté humain, puis bien-être et de santé, mais aussi tout le volet rétention dont on parle moins, qui est très, très RH, là. Mais une personne qui est pas bien, au-delà, puis je veux évidemment pas minimiser, mais au-delà de tous les enjeux psychosociaux auxquels la personne, dont elle va, auquel elle va traverser. Euh, Quelqu'un qui quitte, c'est très cher pour l'organisation. Un, à remplacer. Deux, je perds des connaissances. Puis, tu sais, comme on disait, il n'y a pas deux personnes pareilles. Là. Tu sais, des fois, on dit, ah, tu sais, j'ai perdu une comptable, je vais embaucher une autre comptable. Non, non, mais ce que cette personne-là avait, il y a plein de choses que tu perds. Point. Que ça va te prendre 2, 3, 4 ans à aller chercher. C'est très dispendieux. Donc, garde ton monde, garde-les heureux. S'il ne le fait pas, ils vont faire l'autre côté de la rue. Quand on parlait de accountability, de la reddition de compte, euh, il ne faut pas que ça devienne juste une affaire de l'équipe diversité ou juste des gens d'RH ou des équipes santé, peu importe c'est qui le porte en organisation. Mais il faut vraiment, comme ta sécurité au quotidien, c'est pas juste à l'équipe santé-sécurité dans ton organisation dont tu es responsable. C'est toi qui étais avec tes équipements de protection, c'est un peu à toi de le faire. Ton gestionnaire te vérifie, évidemment, mais c'est une responsabilité individuelle aussi, en plus de l'organisation. C'est la même chose pour l'inclusion au quotidien. Ça ne peut pas juste être une petite équipe lorsque les équipes existent, là, en équité, diversité, inclusion, évidemment. C'est pas juste une affaire RH. Puis évidemment, c'est beaucoup, beaucoup la gestion qui le porte. Mais pas pour aller nécessairement à la défense des gestionnaires, mais ça ne peut pas juste être une question de gestionnaire. Si j'ai une personne gestionnaire, puis je ne sais pas, 10 personnes employées, ça ne peut pas juste être, je ne sais pas, je vais prendre encore l'exemple de commentaires inappropriés, disons. Une personne, c'est parce qu'elle fait un commentaire inapproprié, puis les 9 autres se regardent, puis tout le monde regarde la personne gestionnaire en disant comment va-t-elle réagir? Non, non. Et les amis, on est 9 autres personnes à pouvoir réagir. Fait que souvent, c'est de dire comment on responsabilise tout le monde. Puis l'exemple que tu veux donner, des fois, il faut que tu ailles dans le personnel. Là. Je ne le recommande pas pour tout, mais des fois, c'est de dire à des gens, hey, est-ce que vous autres, vous êtes inclusifs? Ben oui. Personne à date ne m'a jamais dit qu'il ou elle n'est pas inclusive. Là. Tout le monde est toujours inclusif. Puis ensuite, c'est la façon dont c'est fait au quotidien. Mais c'est de dire à la personne, OK, si as-tu des enfants? Des fois, si la personne répond oui, tu dis, est-ce que tu inviterais ton enfant à travailler dans ton équipe? Et si la réponse est non, ce qui m'est arrivé quand même quelques fois de voir des visages un peu, un peu de gens très surpris, mais donc c'est vraiment un enjeu. Parce que si tu ne voudrais pas que quelqu'un qui t'est proche, qui est très important pour toi dans ta vie, au-delà du travail, tu ne voudrais pas que cette personne-là soit dans cette équipe, mais il faut que tu poses des questions toi aussi, comme comment on peut contribuer. Et à l'inverse, c'est de dire, OK, si toi, tu es un allié, voire même un champion en train d'ouvrir les portes et de dire, hey, tout le monde ici à sa place, mais c'est extraordinaire, mais comment on fait pour aller contaminer d'autres équipes? Et souvent, on voit un lien, si je reviens à des indicateurs, là, souvent on voit un lien entre des équipes plus stables où les gens bougent moins avec un leadership inclusif. Donc, quelqu'un, puis tu sais, des fois, là, on parle beaucoup des communautés LGBTQ+, mais si, je sais pas, si j'ai un gestionnaire qui parle d'une situation à la famille ou quelqu'un proche d'elle qui est sur le spectre de l'autisme, si la personne en parle très ouvertement et sensibilise, là, tout le monde comprend un peu. À l'heure du midi, on dit ensemble, OK, ça se peut que ton employé qui est issu des communautés LGBTQ+, dise, hey, si cette personne est ouverte à une partie de la diversité, je ne sais pas comment dire, mais ça se peut qu'elle soit également ouverte à moi. Donc là, j'ai nécessairement, il y a comme une attraction, un pull qui va vers cette personne pour s'ouvrir. Parce que naturellement, tu dis, si tu as de l'empathie pour
une identité un peu différente de la majorité, si on veut, mais tu vas peut-être l'avoir pour les autres. Ça fait beaucoup de sens. Puis la question que tu poses aussi tu sais, de demander à la personne, est-ce que tu voudrais que ton enfant ou ton parent ou ton frère, ta sœur travaille dans dans ton équipe? Je pense que c'est une belle question aussi pour un peu changer la perspective, changer la vision de son équipe. Je me dirige vers notre dernière question. Parce que les deux, vous avez des expertises. Pasquale en groupe ressources employées, Jennifer en mentorat. Comment chacun de ces réseaux, à leur manière, peuvent favoriser le succès puis l'épanouissement des personnes travailleuses et celles aussi qui sont en apprentissage, peut-être? Les réseaux d'employés, Oui. la première heure, comme genre numéro un, là, c'est extraordinaire d'avoir, je veux aucunement minimiser le rôle des personnes en équité, diversité, inclusion, mais si tu as quelqu'un plus proche de toi, qui a ta même, qui partage ton identité, qui te ressemble, et tu vas davantage vers cette personne-là, ça se peut que tu sois mieux compris. Ça se peut que moi, mon réflexe, c'est de trouver une personne de mes communautés en disant, hey, peut-être que tu comprends plus ma réalité, puis on peut-être échanger davantage que le lundi matin dans mon équipe de 30 personnes. Peut-être. Fait que les réseaux employés, les groupes ressources employées, les groupes d'affinité sont extrêmement importants parce que, un, tu te ramasses à avoir plein de leaders un peu partout, plein de gens qui disent, hey, tu sais quoi, me voici, je fais partie de la communauté X ou Y, peu importe c'est quoi ma diversité. Deux, genre, c'est un enjeu, appelle-moi. Et trois, tu sais quoi, on va se mettre ensemble. Peut-être qu'on va être plus ou moins nombreux certaines fois, mais on va, créer des activités, se réunir, puis voir, OK, c'est quoi nos bloquants ou nos freins, nos enjeux qui font ça qu'on se sent peut-être pas le meilleur de nous au quotidien. Fait que c'est de dire, OK, puis surtout, comment on outille les gens de ces groupes-là, parce que c'est extraordinaire des employés qui vont être, non pas bénévoles, mais volontaires dans l'organisation. Ben, il y a comme un retour sur un retour sur l'investissement qui est extraordinaire là, pour une organisation qui dit, hey, j'ai plein d'employés, qu'on soit ici des communautés ethnoculturelles, qu'on soit des femmes, qu'on soit des personnes des communautés LGBTQ+, dire, hey, moi, là, je veux que des gens qui me ressemblent se sentent encore mieux au quotidien dans mon organisation. C'est extraordinaire. Il faut leur donner les ressources possibles. Puis peut-être que ces personnes-là ont davantage de crédibilité au sein de personnes qui leur ressemblent. Fait qu'il faut les utiliser, il faut les valoriser, puis il faut leur donner le plus de moyens possible. Merci. C'est vraiment une belle réponse, très optimiste. J'aime vraiment ça. Jennifer? Ben, en fait, c'est un facteur de sécurité. C'est un facteur de plaisir, sans doute, et d'apprentissage et tout ça, mais c'est aussi un facteur de sécurité au niveau santé mentale. Donc, l'être humain a besoin de se sentir comme faisant partie de quelque chose. Alors, c'est un besoin fondamental, plus important que de manger et de boire à un certain moment. On peut survivre à la faim, mais on ne peut pas survivre extrêmement longtemps si on n'a pas un sentiment d'appartenance quelconque. Et puis, le mentorat est un complément. Donc, les groupes de ressources entreprises, c'est une approche collective. Le mentorat, c'est une approche souvent un à un. Quelqu'un qui nous est dédié, avec qui on peut s'ouvrir, avec qui on peut réfléchir. Pour moi, les deux sont complémentaires. Pour moi, les deux sont très, très importants. Personnellement, j'ai les deux dans ma vie. J'ai des groupes comment dire, d'affinités et j'ai des mentors et j'ai des mentorés. Et ne me demandez pas de faire le choix. Merci, je trouve ça, j'aime beaucoup l'aspect de la complémentarité, en fait, que j'avais même pas vu au préalable en vous invitant, mais je pense que les deux, effectivement, les deux réseaux se complimentent très, très bien. Je vais partager mon écran pour les dernières minutes qui nous restent, si mon ordinateur me le permet. Bon, super. Donc, si jamais vous avez des questions, j'en ai pas vu dans le chat présentement, mais s'il y en a qui apparaissent, gênez-vous pas. Sinon aussi, vous retrouvez les noms des personnes complètes aussi, et si je me souviens bien, leur LinkedIn, donc vous pouvez les approcher directement pour poser vos questions. Gênez-vous pas.
Si vous voulez télécharger le rapport, on a mis le lien ici, mais vous avez quand même le lien dans le chat. Voilà, mon collègue Ting vous l'a mis. Très, 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 très apprécié. Vous avez aussi les aides-mémoires. Donc, ça, c'est des outils qui viennent d'être créés, viennent d'être traduits. Mon collègue Ting vous met le lien. Donc, c'est vraiment des aides-mémoires pour pouvoir soit informer vos groupes ressources employés ou même vos milieux de travail pour voir comment on peut être un petit peu plus inclusif. C'est vraiment des étapes à faire. C'est spécifique pour le milieu de l'énergie. Là, il y a quand même des étapes qui ne s'appliquent pas vraiment ailleurs, mais c'est ça. Il y a des guides de réunion qui sont dans des comme boîtes à outils, des affichages pour les salles de bain inclusives aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses, plein d'outils qui sont intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller chercher dans ces. C'est pas dans le rapport, là, c'est vraiment un outil qui est à part, mais gênez-vous pas à aller chercher toutes ces documentations-là. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a aussi des ressources immédiates. Donc, moi, j'aime beaucoup parler d'interligne. Donc, vous pouvez appeler, vous pouvez chatter. N'hésitez pas aussi à aller chercher ces ressources-là. Finalement, si vous voulez me rejoindre moi ou me rejoindre mon collègue Ting qui était responsable de la recherche, et n'ouvre pas à nous écrire. Vous avez accès aussi sur notre site web à nos courriels directement au complet, là, parce que vous pouvez pas copier-coller, je comprends, mais gênez-vous pas pour nous écrire. Et pour terminer, il y a un petit sondage que mon collègue aussi a mis dans le chat. Donc, si vous voulez répondre à l'expérience que vous avez eue aujourd'hui pendant le panel un peu comment vous avez apprécié le tout. Ça nous aide vraiment à nous améliorer pour la suite. Donc, si vous pouvez prendre un petit 2 minutes pour faire ça, ce serait vraiment très apprécié. Et finalement, je voulais faire un grand, grand merci à Pasquale et Jennifer. Merci de votre temps, merci de la discussion. Il me semble que j'aurais parlé toute l'après-midi avec vous. Donc, vivement un prochain 5 à 7 qu'on puisse jaser ensemble, tout plein, tout plein. Merci d'avoir partagé votre expertise, d'avoir pris le temps. Je ne peux que vous remercier 1000 fois. Ah, merci, Cynthia, pour l'animation, nous avoir amenés partout avec ces belles questions. Ah, c'était très agréable. Merci à vous deux. Ça fait vraiment plaisir. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce webinaire ou partager ce webinaire via notre plateforme en ligne dans les prochains jours. Encore une fois, merci et je vous souhaite une très belle après-midi.